Bon, je vais pas vous mentir, pour commencer cette intro, à la base, j'étais censé vous faire une vanne comme quoi, enfin, j'ai pu voir le premier trailer de Jurassic World 2 au cinéma. Mais il faut savoir que j'ai fait 1h30 de route pour aller voir le film à 9h du matin, c'est-à-dire que là, sur la route du retour, je ne pouvais en parler à personne, personne ne l'a encore vu. Il faut que je parle de ce film, alors c'est parti, enchaîne. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. La critique d'Avengers Infinity War, le dernier né de la saga Marvel. Un film très attendu, peut-être le film le plus attendu de l'année pour beaucoup de fans de l'univers cinématographique Marvel. J'y suis allé très tôt pour profiter un petit peu de l'ambiance avec vraiment des fans absolus qui s'étaient levés tôt exprès pour regarder ce film-là. Est-ce que c'est vraiment utile que je vous refasse le casting? Chris Pratt, bon allez, Robert Downey Jr., Chris Evans, Zoe Saldana, Dave Bautista, Josh Brolin, Tom Hiddleston, Chris Hemsworth, enfin tout un panel, Scarlett Johansson. Vraiment le film qui, à mon avis, répond le mieux à la question que s'était posée justement le CCU il y a pas longtemps dans leur dernier débat, l'objectivité au cinéma. Un critique, ou ne serait-ce qu'un spectateur objectif, verra les défauts de Marvel dans ce film-là, se dira qu'au final, c'est quand même un film qui regorge de scènes très puissantes, vraiment intenses, ne serait-ce qu'en termes d'action, mais aussi émotionnellement, mais qui reste un Marvel dans la pure lignée des Marvel. Le critique, ou le spectateur un peu plus subjectif, va quand même prendre une claque dans le sens où c'est comme les prémices d'un achèvement. C'est vrai que c'est quelque chose que tu attendais de voir depuis tant d'années et tant d'années, qu'en termes d'émotion, si tu vis le truc, si tu ressens le truc à fond, même le spectateur objectif peut le ressentir comme ça d'ailleurs, hein. C'est vrai que clairement, ça peut pas te laisser indifférent. Et l'histoire donc c'est celle de Thanos qui est craint dans tout l'univers et qui a pour but de recueillir les 6 pierres d'infinité, qui sont des artefacts très puissants de l'univers, pour les utiliser afin d'imposer toute sa volonté sur la réalité et de créer une sorte de génocide pour vraiment réguler l'univers et lui trouver une sorte d'équilibre. Et alors évidemment, les Avengers, ou en tout cas ce qu'il en reste, vont être aidés des Gardiens de la Galaxie, de Doctor Strange, de Spider-Man pour contrecarrer les plans de Thanos. Ça fait longtemps, ça fait très longtemps, et c'est ce qui manque la plupart du temps au film Marvel, qu'on n'a pas un méchant emblématique ou un méchant ne serait-ce que nuancé. Pour moi, le méchant le plus nuancé, et encore, c'est un anti-héros par excellence, c'était Loki. Vraiment, dans les premiers Avengers qu'on a vu ensuite dans Thor Ragnarok, dans les films Thor en règle générale, Loki avait ce charisme justement du méchant atypique. Thanos, là. La scène d'intro te montre un Thanos puissant, presque invincible, dont l'issue est inéluctable. Et tout le film va être la lente ascension finalement, la lente quête de ces pierres d'infinité par Thanos, que j'ai trouvé vraiment très nuancé parce que l'air de rien, on en fait un personnage qui a des fêlures, ça c'est assez important, mais des fêlures psychologiques, on en fait quelqu'un qui a des faiblesses, encore une fois émotionnelles, ce qu'on n'avait pas forcément idée justement quand on voit Thanos pour la première fois, et justement toute sa volonté autour des pierres d'infinité, de trouver une sorte d'équilibre à l'univers, c'est intéressant parce que d'après le background du personnage, on se rend compte que c'est quelqu'un qui foncièrement ne pense pas faire ça à mal. Il y a un mot qui est très utilisé dans le film justement Avengers, c'est bienveillance. Tous les propos et tout ce que veut faire Thanos, c'est censé être bienveillant. Ne serait-ce d'ailleurs que sa volonté de génocide, qui est en fait une volonté de tuer un homme sur 2 dans l'humanité, dans l'univers tout entier, pour que justement le monde perdure, pour que l'univers perdure. Toute une structure narrative au personnage de Thanos qui va avoir lieu dans tout le film Avengers. Il y a un message d'éco-environnement, alors toute proportion gardée, puisqu'évidemment lui le génocide qu'il veut faire c'est vraiment du rentre-dedans, mais il y a ce côté un petit peu d'éco-environnement, d'un côté presque j'ai senti la politique de l'enfant unique, pour protéger la planète, voilà, le manque de ressources, la pauvreté de l'être humain, la condition de l'être humain, le fait qu'on est trop sur Terre, etc. Il y avait vraiment tout un tas de messages qui sont justement travaillés par Thanos, et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Et d'ailleurs ce qui va être intéressant de voir, c'est qu'autour de Thanos on va aussi travailler énormément de protagonistes. On va pas hésiter à travailler des personnages secondaires, notamment Gamora, qui ici va avoir un rôle essentiel, non seulement pour comprendre Thanos, pour comprendre pourquoi Thanos agit comme ça et jusqu'où il est capable d'aller pour justement arriver à ses fins, parce que quand on y pense, dans les Gardiens de la Galaxie volume 1 et 2, son rôle au final était plus axé sur sa romance avec Chris Pratt, donc avec Star-Lord, mais pas trop sur son personnage à part entière, et nettement moins dans le deuxième. Là on va accentuer vraiment tout ça autour de son personnage. Et alors les personnages, et c'est la grande force d'Avengers Infinity War, c'est leur réunion. La grande réunion des super-héros. Que pouvait donner cette réunion-là? Et ben cette réunion, elle donne des duos qui sont toujours iconiques, emblématiques. Je pense à Spider-Man et Iron Man qui se marient vraiment très bien, mais aussi des nouveaux duos qui sont vraiment très intéressants de retrouver quand on va découvrir encore une fois sur une musique qui fait très Gardien de la Galaxie, les Gardiens justement pour la première fois et qui vont retrouver Thor, l'humour décapant des Gardiens de la Galaxie justement avec un Thor qui garde un petit peu cet humour de Thor Ragnarok mais beaucoup plus sérieux puisque les événements font que ça marche vachement bien. Assez discret dans ce film là mais qui suit la ligne directrice de son personnage. J'ai beaucoup aimé Chris Evans en tant que Steve Rogers
Rogers, donc Captain America. Je trouve qu'il représente un petit peu l'âme de ce film. J'avais beaucoup aimé Civil War et je trouve que dans sa ligne directrice et que dans sa propre saga, dans sa propre trilogie à lui, c'est quelqu'un qui devient de plus en plus sombre. Et le film Avengers est beaucoup plus noir et beaucoup plus, je trouve, adulte, même si on garde encore des codes d'humour qui sont propres justement à Marvel, que les précédents opus et justement que la plupart des films qui se font actuellement. Et je trouve que c'est très bien résumé par justement l'utilisation du Captain, discret, sobre, sombre, mais efficace. Avengers a réussi, je trouve, ce coup de force de marier tous les protagonistes pour que justement on ait des dialogues assez décapants, que ce soit Star-Lord qui va rencontrer Iron Man, que ce soit Rocket qui va rencontrer Thor. Moi, pour être honnête, Avengers 1 et Avengers l'ère d'Ultron, c'était pas ma came. J'avais pas forcément pris un pied monstrueux parce que à cette époque-là, je me disais que bon, il n'y avait pas vraiment de personnages en qui je pouvais m'attacher. Et ce qui était intéressant dans Avengers Infinity War, c'est que c'était tous les personnages secondaires qu'on a appris depuis pas longtemps à connaître, les Gardiens, Spider-Man, donc le reboot avec Tom Holland, Black Panther, c'était tout cela que j'avais envie de voir. Et je trouve que toute l'intronisation des personnages, toutes les premières scènes des personnages qu'on voit sont marquantes. Même Tom Holland, je l'ai trouvé très bon, il a la figure paternelle encore une fois d'Iron Man, mais ce qui est fort, c'est qu'en fait, en off, il s'est entraîné à son personnage de Spider-Man avec un certain John Bernthal qui lui s'entraînait à jouer le Punisher. C'est-à-dire que les deux se connaissent. John Bernthal adore Tom Holland, adore son jeu d'acteur et adore ce qu'il a donné de Spider-Man. Et les deux ont appris justement, et c'est peut-être pour ça qu'ils le jouent aussi bien, leur rôle respectif les uns avec les autres. Et c'est ça qui apporte encore une fois cet espace de connexion. C'est une famille. Tu as l'impression de retrouver une famille. Et le spectateur en devient un membre de cette famille-là. Ça fait des années et des années qu'on les suit. Ça fait des années qu'on voulait en arriver là, à les voir tous ensemble réunis dans un même film. Et contrairement à pas mal d'autres films Marvel, j'ai l'impression qu'il y a une volonté de mise en scène de proposer des plans iconiques. Je pense par exemple à la première invasion, là c'est pas un spoil puisqu'on le voit de toute façon dans la bande-annonce, la première invasion des fils de Thanos, comme ils les appellent, sur Terre, avec en face à face notamment Iron Man, Hulk ou encore Doctor Strange. Toute cette scène-là, à partir du moment où on les entend arriver, en off, avec juste Iron Man qui regarde les autres, et la caméra va continuer à se diriger en même temps et va suivre les actions d'Iron Man. Iron Man va bouger à travers la ville et va voir justement que la ville de New York est en train d'être attaquée et il ne sait pas ce qui se passe. J'ai trouvé une réale un petit peu à la Spielberg dans La Guerre des Mondes. C'est-à-dire que tout va arriver du regard des personnages et le regard du spectateur est directement lié à ce que voit justement Iron Man sur cette scène en question. Sans aucune musique, vraiment on est axé dessus, on met l'accent sur le réalisme. Il y a peu de scènes dans le film, puisque j'y reviendrai dans les défauts, il y a peu de scènes dans le film qui le font, mais cette absence de musique et justement cette volonté d'une réalisation un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude d'avoir dans un film comme ça, réussir à faire monter un petit peu le suspense, réussir à monter en haleine justement sur quelque chose qu'on ne voit pas, ça dure pas longtemps mais c'est vraiment très pertinent. Tu ne peux pas être indifférent à ce genre de choses parce que l'air de rien, même s'il y a des défauts, encore une fois, et c'est des défauts très Marvel. Je pense par exemple au dialogue où si parfois ils sont très pertinents, notamment avec les Gardiens de la Galaxie qui apportent vraiment leur truc, beaucoup de scènes se déroulent dans l'espace et à chaque fois tu as des décors différents. Et la seule chose qui pouvait, un tant soit peu, nous proposer des planètes comme ça et vraiment un univers très riche et très vaste, c'était les deux premiers Gardiens de la Galaxie. Donc il y a encore une fois ce respect environnant et les Gardiens, c'est vrai qu'ils ont une place prépondérante non seulement sur le fond mais aussi sur la forme du film. Donc si certains dialogues, notamment donc ceux des Gardiens, sont assez développés, il y a beaucoup de dialogues très bateaux, très pauvres, notamment sur les scènes d'action. C'est vraiment très cliché, très stéréotypé, encore une fois, film de super-héros. Il y a toujours ces problèmes de cadrage, parfois de mise en scène sur les scènes d'action, notamment sur une des dernières scènes de bataille qui se déroule au Wakanda, où là pour le coup ça transpire énormément les CGI, ça transpire énormément justement ces effets visuels un petit peu à outrance, comme j'aime très moyennement encore plus dans les Marvel. La caméra est un peu brouillonne, on sent qu'ils veulent en filmer tellement, ils veulent filmer tellement de choses qu'on n'a pas l'impression, ne serait-ce que de décortiquer un petit peu le design des créatures contre lesquelles vont se battre Captain America, etc. C'est vraiment beaucoup trop brouillon. Le film est long, 2h30, la première partie du film sur tout le rassemblement des personnages, sur toutes les premières scènes un petit peu où on va découvrir des personnages, certains qui arrivent assez loin d'ailleurs dans le film, c'est vraiment très intéressant, mais il y a un gros creux au milieu du film que j'appelle un manque de rythme dans Avengers Infinity War, mais je pense que vraiment pour les 20 dernières minutes où tu te prends une claque monstre, là pour le coup, oui tu te dis d'accord. Donc ça c'était Avengers Infinity War, l'air de rien j'en ai eu pour mon pognon.
passe maintenant à la critique avec spoiler. Ça commençait déjà de manière très audacieuse. C'est un film qui a commencé pour moi avec des couilles et qui, justement, m'a surpris. J'ai été vraiment surpris de sa mort. Autant Idris Elba, je pouvais m'y attendre, mais Loki, je m'y attendais pas parce que de son opportunisme, de son côté un petit peu sournois et roublard, je pensais vraiment qu'il aurait un rôle prépondérant avec Thanos, à accompagner Thanos. Parce que c'est quelqu'un de sans foi ni loi qui a changé 155 fois d'avis de toute façon et qui, justement, cette fois, garde cet état d'esprit où voilà, il a vu Asgard disparaître dans Thor Ragnarok, cette fois il est du côté de Thor et il va justement se sacrifier vainement puisque Thanos est tout puissant et c'est cette scène là qui rend Thanos d'emblée tout puissant, c'est ça qui rend le film très fort aussi, c'est que Thanos on le craint tout de suite. Parce que dès le début, les scénaristes ont eu les cojones de nous faire mourir un personnage comme Loki et de faire comprendre aux spectateurs qu'il n'était pas venu trier des lentilles, Thanos. Vient ensuite donc la mort de Gamora. Alors je vais parler vraiment en règle générale dans un premier temps de toutes les morts du film. C'est compliqué parce que tu te demandes un petit peu à quoi va ressembler les Gardiens de la Galaxie 3 s'il y en a un troisième. Après avoir vu le film, tu te demandes mais putain, à quoi va ressembler le prochain film? Toute la prochaine phase, à quoi va ressembler la suite? Gamora, je trouve qu'elle avait plus grand chose à offrir justement à Avengers et c'est tellement bien travaillé pour utiliser la psychologie de Thanos, pour nuancer son personnage, pour faire comprendre vraiment que c'est quelqu'un qui est prêt à aller jusqu'au bout de tout ce qu'il peut faire, pour vraiment réaliser ce pourquoi il est né, sa vocation, sa destinée. La mort de Gamora, je l'ai trouvé extrêmement bien mise en scène. Pour moi, le mot qui ressort d'Avengers Infinity War, c'est inéluctable. C'était impossible d'en arriver autrement parce que Thanos est tout puissant. Ils auront fait tout ce qu'ils ont pu, ils auront ramené tout ce qu'ils ont pu, et ce claquement de doigts que tu attends tout le long du film en te disant il peut pas faire ça, il peut pas réduire tout l'univers à de moitié, supprimer une personne sur deux. Et là, en tant que spectateur subjectif qui a grandi avec tout ça, voir tous ces super-héros préférés ou non, parce que tu commences avec des secondaires pour arriver vraiment sur du lourd, les voir disparaître, pareil, sans une seule musicalité, ne serait-ce que de manière humaine. À côté de Thanos, tous les protagonistes, tous les super-héros sont remis à leur simple condition d'être humain. Ça, j'ai trouvé ça magnifique aussi dans le film, et c'est vraiment bien dosé. Et voir la mort de Bucky, presque des yeux du Captain à chaque fois, toujours accompagné de ce duo, parce qu'il y a quelque chose de très symbolique en fait dans cet esprit de famille justement, et quand tous les personnages finissent par mourir. Voir, et alors là, la première grosse surprise, Black Panther lui-même, T'Challa, dans les mains justement, enfin bras à bras vis-à-vis de Michonne, et alors ensuite tu touches à la corde sensible, parce que clairement Groot avec Rocket, là j'étais pas bien, c'était sans compter sur le fait qu'ensuite ils allaient me faire disparaître mon Chris Pratt, mon Star-Lord, oui aujourd'hui c'est mon Star-Lord, aujourd'hui c'est mon Chris Pratt, Mantis, ensuite Batista qui encore une fois, donc Drax le Destructeur, qui apporte énormément d'humour dans le film, surtout dans celui-là où je l'ai trouvé juste tout le temps. Il joue toujours juste, tous les acteurs de toute façon sont bons là-dedans parce qu'ils connaissent leur rôle sur le bout des ongles, et Chris Pratt. Et alors, au moment où je me dis je pourrais pas être plus en PLS que ça, parce que Chris Pratt, tu touches vraiment à mon affect, tu arrives avec Spider-Man. Et là, pour le coup, j'étais vraiment pas bien quand j'ai regardé ça, parce que Spider-Man, la manière dont il meurt, encore une fois, en hors-champ, Iron Man qui commence à regarder tout le monde disparaître et qui entend Monsieur Stark, je me sens pas bien. Quand tu vois tout le travail qui a été fait autour de Spider-Man et Iron Man, le côté paternel d'Iron Man, tout ce que Spider-Man voit en lui, il s'effondre dans ses bras et lui dit je me sens pas bien, me laissez pas mourir, je veux pas mourir. Putain, le mec a 16 ans, mais rien que d'en parler, putain, je re le visage, cette espèce de scène en tête. Le film est réussi parce que cette scène, ça fait 2 heures que je l'ai dans la tronche, ça ne part pas. Tu termines le film, paf, comme ça. Enfin, je veux dire, avec Thanos qui va regarder une planète qui ressemble reprendre goût à la vie alors qu'on a fait un génocide de la moitié de l'humanité, voilà, le sentiment du devoir accompli, on termine là-dessus. Et là, ça te donne envie d'être au suivant, parce qu'en plus, on te met une scène post-générique ou pareil, bon, je pense que les scénaristes et je pense que les frères Rousseau même pas, parce que Samuel L. Jackson, même lui, finit par crever. C'est-à-dire, lui, on l'a pas vu depuis 4 ans, mais il meurt quand même à la fin. Et avec ce dernier message, ce dernier signe, cette dernière alerte, qui est-ce qu'il a bien pu appeler, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as envie d'être à la suite. Plus que jamais, plus que dans aucun autre Marvel, dans aucun autre Avenger, tu as envie d'être à la suite. Tu peux faire des tas de théories, ne serait-ce que la théorie des Defenders. Est-ce que dans Avengers 4, même si tout le monde a dit que non, on aura les Defenders? Il y a tellement plus de super-héros maintenant disponibles. Sur qui pourrait se tourner Iron Man? Mais d'un autre côté, si la moitié de l'humanité a disparu, est-ce que au final, et on sait que Netflix a rapproché son univers, ça c'est dit, ça c'est fait, l'univers Marvel Netflix s'est rapproché puisqu'on a parlé de la bataille de New York, on cite nouveau le Captain, etc. On sait qu'en termes de timeline et en termes justement d'univers, c'est dans le même. Si une personne sur 2 est morte, si vous me dites
que John Bernthal qui joue le Punisher, lui aussi il y est passé qu'on l'a pas vu, ça va mal se mettre. Mais c'est là, tout l'univers est tendu au final. Tout ce que tu peux imaginer de ce film-là, un potentiel énorme. C'est plus qu'un film. C'est plus qu'un film, Avenger. C'est quelque chose avec lequel tu as grandi. C'est quelque chose avec lequel tu as vécu, c'est presque un phénomène quotidien, avec ses défauts, certes, des défauts filmiques, des défauts cinématographiques, mais en termes d'univers, en termes de richesse culturelle, en termes de pop culture, là tu peux partir sur 150 vidéos théories. Est-ce que c'est, voilà, justement, enfin l'avènement de tout ce que les fervents fans, les fervents, justement, supporters de l'univers Marvel auront eu envie de voir? Encore une fois, je pense qu'il y aura deux catégories. Il y aura catégorie objective et subjective. Objective où tu vois les défauts d'un film, mais où, d'un autre côté, tu peux laisser part à ta subjectivité en te disant l'âme de gosse elle est là, c'est quand même un film qui fait rêver, c'est un film qui l'air de rien reste magique dans le sens où je pense qu'aujourd'hui il n'y a que Marvel qui peut te proposer ça. Et d'ici là on se retrouve dans une semaine maximum, sauf que je serai pas ici, je serai à Atlanta. Ça c'est pas mal, tournage de Walking Dead. Ah oui monsieur.